Tayo Kokole, bonjour. Bonjour Finafa. Vous êtes médecin urgentiste, mais surtout vous demeurez un passionné de votre pays, le Bénin. Aujourd'hui, vous avez décidé d'un retour sur les périodes fortes qui ont construit son histoire et en particulier d'un inventaire sur celui des indépendances à ce jour. Nous passerons, Joël Lietondji et moi, avec vous, 60 minutes à évoquer en 12 questions phares les points les plus saillants de ce bilan d'étape. Bonjour Joël. Bonjour Finafa, bonjour Nadin Kokole. Taïwo, en tout cas, le prénom fétiche à ne surtout pas oublier. Alors, comment vous portez? À merveille, Joël. Et vous? Ça va aussi. Alors, médecin urgentiste, c'est bien cela, Finafa. Ça, ce n'est plus à présenter. Mais ce que beaucoup ne savent pas, c'est que Taïwo Kokole reste très porté vers des questions d'état de droit, de démocratie et de développement. Développement, nous y sommes. Ça fait de cela 60 ans que le Bénin fièrement a décidé d'aller vers ce qui est un rêve partagé par tous. Un développement malheureusement plombé ces dernières années par un contexte de crise sanitaire qui ne dit pas son nom. Alors le médecin urgentiste, comment apprécie-t-il ce mauvais vent qui souffle de par le monde? Disons que la pathologie due ou de la Covid, là où on se trouve, moi j'aime bien dire due, malgré que les académiciens nous obligent à dire là, ça ne sonne pas à l'oreille, donc vous permettrez que je dise du. Donc la pathologie du Covid a surpris tout le monde. Et c'est vrai que le monde est habitué à des crises cycliques de ce genre et que lorsqu'on va regarder nos manuels d'histoire de la médecine, on n'est pas surpris qu'il y ait une crise virale qui arrive là. Comme nous avons eu entre-temps la grippe espagnole et voilà. Bon, ce qu'il y a de caractéristique dans la crise du Covid-19, c'est que nous avons un flux de transport qui est augmenté. Il y a une globalisation. Les gens ils quittent un endroit pour aller à l'autre en un temps record. Voilà. Donc, à partir de cet instant, on se retrouve à avoir le virus qui voyage très vite. Voilà. Donc, cette pathologie s'est rapidement propagée et est devenue une épidémie mondiale en un temps record. Ce qui explique, n'est-ce pas, que très tôt, nous ayons eu un globe down. Trop tôt, un globe down, comme vous l'avez dit, mais selon qu'on soit en Afrique ou en Europe, en Asie, le phénomène n'a pas été observé de la même façon. L'Afrique a été considérée comme, au départ, bien entendu, le continent presque épaillé, entre griffes. Le Bénin, pour apprécier les événements, a pris par les bons côtés, en croit un certain nombre d'observateurs. Trop tôt, il leur a été cité en exemple. On ne parle plus de ce grand historien qu'on ne présente plus, qui a accompagné les efforts du Bénin, mais saluer d'abord l'esprit d'anticipation des gouvernants. Mais alors aujourd'hui, on a comme l'impression que le Bénin se fait rattraper par les faits. Qu'est-ce qui n'aura pas, d'après vous, marché? Disons que ce qui n'a pas marché, c'est que nous n'ayons pas considéré que cette maladie se déplaçait comme une comète et que nous serions en queue de comète en fait. Et aujourd'hui, la queue de comète, elle est arrivée. Donc, nous avons bien vu qu'en fin 2019, où cette pathologie surgit en Chine, la France, par exemple, en tout cas l'Italie et la France n'ont pas été atteints. Ils ont été atteints plusieurs semaines après. Et c'est de la même façon que l'Afrique, globalement, a été épargnée. Bon, c'est vrai que nous avons, du fait de ce qui se passait en Europe, un tout petit peu anticipé en fermant nos frontières, en diminuant le flux des vols vers nos pays. De toute façon, on ne pouvait pas faire autrement puisque ces pays-là eux-mêmes ne faisaient plus voler leurs avions. Voilà. Donc, ce qui fait que nous avons été globalement un tout petit peu épargnés en Afrique. Mais on voit aujourd'hui qu'il y a une recrudescence des cas, tout simplement parce que la queue de comète est en train de passer sur nos pays et le Bénin, entre autres.
Donc, je pense qu'il y a eu une mauvaise interprétation, en tout cas de l'épidémiologie de la maladie par notre pays au début de la pathologie. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'avec les chiffres actuels qui font quand même un peu froid dans le dos, que le pire est derrière nous? Je ne dirais pas que les chiffres fassent peur au Bénin. Je pense qu'on a quoi, une trentaine de morts pour l'instant. Bon, comparé aux autres pays, on peut se sentir heureux. Mais ceci étant... Par ici, ce qui a amené plus d'un à se ressaisir un peu, c'est quand on a commencé par annoncer des morts. Et ça fait toujours peur de savoir qu'il y a un qui est tombé de l'autre côté. Est-ce qu'on en comptera d'autres ou on a compté le trop plein déjà? Il aurait d'abord fallu qu'on compte réellement les morts. Ça, nous ne pouvons pas le dire. Réellement fait. Nous ne pouvons pas le dire parce qu'il doit y avoir un biais de comptage, pour être simple. Les populations... C'est-à-dire que maintenant, vous avez l'impression que les statistiques que nous avons sont en deçà de la réalité? Je crois qu'elles sont forcément en deçà de la réalité. Parce que lorsqu'on va dans des... On sait que le virus circule aujourd'hui au Bénin. Il circule du nord au sud, le virus est là. Quand on va dans un marché comme dans Tokpa et qu'on voit, j'y étais encore hier, et qu'on voit comment ça grouille de monde sans aucun respect des gestes barrières, on se dit qu'il y a forcément des gens qui meurent en silence chez eux de Covid et sans que personne ne soit au courant. Donc, on est forcément qu'il y aura encore quelques morts, même si ces morts ne sont pas comptés. Alors, l'épidémiologiste nous dira qu'avec le respect des gestes barrières, comme on le fait sur le plateau en ce moment, le virus circule-t-il toujours? Ah oui, le virus, lui, circule. Le virus circule, ça veut dire tout simplement qu'il est dans le pays. Oui, voilà. Mais dernièrement, l'OMS a dit qu'aujourd'hui, rien que dans une pièce, on pouvait avoir, même avec... Alors, ça, c'est des présomptions. Alors, l'OMS disait, enfin, j'ai lu il y a une étude qui dit que le virus flotte dans l'air. Il n'y a rien de plus précis. Déjà au début de moins précis, j'allais dire. Déjà au début de la pandémie, on avait dit que dans les restaurants, le virus circulait. On a compris que c'était les ventilations, voilà, qui transportaient. Et on sait que au-delà d'1 mètre, normalement, même beaucoup moins, c'est pour ça que la distanciation, c'est 1 mètre. Donc, le virus n'est pas projeté. Parce que le virus, en fait, le simple fait de parler ne l'amène pas loin. Mais quand vous toussez ou que vous éternuez, vous toussez, vous éternuez à peu près 15 mètres par seconde globalement. Ça veut dire 20, 30 cm après le virus, il est censé tomber dans les gouttelettes qu'il contient. Ce qui fait que lorsqu'on prend 1 mètre, même si le gars, la personne tousse devant vous, vous êtes plus ou moins à l'abri. Voilà. Mais pour être sûr que vous êtes à l'abri, on nous demande de porter des masques. Comme ça, si la personne tousse, elle garde ses gouttelettes pour elle. Maintenant, sur un plateau, j'ai vu au début, enfin ça continue peut-être encore, des journalistes faire des émissions avec des masques ou des réunions où il y a la distanciation plus des masques. Enfin, on peut dire que cela participe de la sensibilisation, mais sur le plan scientifique, réellement c'est du n'importe quoi. Alors les données actuelles, si le médecin urgentiste doit faire des apports pour éviter éventuellement l'impasse, même en absence de statistiques, que diriez-vous? Que le gouvernement prenne ses responsabilités. C'est-à-dire? Que le gouvernement protège les populations, parce que c'est quand même dramatique que l'on demande au conducteur qui est seul dans sa voiture, ou s'il tousse, il respire son virus tout seul, même s'il porte. Et donc on lui demande de porter un masque dans sa voiture. C'est comme si on vous demandait dans votre bureau, vous êtes enfermé, de porter un masque. Et que dans les marchés, où le virus circule allègrement, que le gouvernement presse ses responsabilités et que on sensibilise mieux. Le vrai souci, c'est la sensibilisation. Aujourd'hui au Bénin, les gens, ils n'y croient pas trop, malgré qu'il y ait des morts. Voilà, donc, et je pense que ce virus, nous allons le garder pendant 1 an ou 2, à moins qu'il y ait un vaccin et que nous n'ayons les moyens de nous les acheter pour vacciner les 12 millions que nous sommes. Le défi est donc immense. Alors, comme vous semblez si bien le dire, cette crise ne peut pas faire oublier l'essentiel. L'essentiel de l'heure, c'est bien apprécier le chemin parcouru
en 60 ans, en tout cas cet enfant qui est né quand le Bénin a cédé à sa souveraineté internationale a aujourd'hui 60 ans. C'est quoi la réalité? On appréciera avec Finafa. Absolument, la cession à la souveraineté d'une nation est l'option de celle-ci de décider par elle-même, pour elle-même, avec les autres nations du continent. La date du 1er août est donc chez nous au Bénin l'occasion de faire un bilan d'étape. Où en est l'histoire? Quelles sont selon vous, Taïwo Kokodé, dans le Bénin d'aujourd'hui, les aspirations des Béninoises et Béninois? Et où en est l'histoire? Je pense que nous pouvons nous sentir heureux. J'ai entendu et lu sur les réseaux que nous n'étions pas un pays indépendant et que nous n'avions eu qu'une sorte d'autonomie. Je pense que ceux qui disent ça, ils n'ont pas lu l'histoire. Parce que lorsque De Gaulle faisait sa conférence à Brazza, c'est de l'autonomie seule dont il voulait parler. Il voulait que les pays accèdent à l'autonomie, mais que ces pays-là restent quelque part des réserves françaises. Mais c'est à l'indépendance que nous avons réellement accédé. Même si nous n'avons pas pu négocier correctement pendant toutes ces nombreuses années notre accession à l'indépendance. C'est-à-dire que nos pays se comportent aujourd'hui comme si ils n'avaient jamais rien connu avant l'arrivée du colonisateur. Voilà. S'il n'y avait pas d'histoire, comme si nos pays n'avaient pas d'histoire, comme s'il n'y avait pas de référence. Alors que quand on prend notre beau pays, le Bénin, et que l'on sait que l'on va par exemple au nord et qu'on voit les Natemba, globalement, qui parlent cette langue, cette belle langue qu'on appelle le Nateri, si on vous disait que cette langue, c'est la langue qui est parlée, c'est la langue du couvent des pharaons. C'est-à-dire que vous allez chercher un Béninois qui est Natemba, que vous l'amenez dans les couvents en Égypte, ils parlent et ils se comprennent. Mais eux-mêmes ne savent pas que c'est la langue qu'ils parlent. Vous le prenez, vous l'amenez au sud de l'Inde où il y a des Noirs, ils vont s'entendre. Ça veut dire que nous avons des richesses, nous venons de quelque part et que nous avons des potentialités. Donc aujourd'hui, c'est vrai, 60 ans après l'indépendance, le bilan est désastreux. On court derrière le bon vivre, le bien vivre, alors que nous avons un pays qui a des potentialités, qui a d'énormes potentialités. Nous avons un pays qui est riche, tout au moins, de ses enfants, qui ne demande qu'à être mis au travail. Voilà. Donc, 60 ans après les indépendances, moi je pense que nous avons fait un chemin qui n'est pas si mauvais que ça, mais qu'il reste encore quand même beaucoup de chemin à faire. Quand vous le dites, on est tenté de vous demander, en termes d'héritage, qu'est-ce qu'on peut juste dire de façon précise? 60 ans d'indépendance, je pense que nous pouvons être fiers de ce que nous avons reçu comme héritage. Et lorsque les historiens vous racontent ne serait-ce que comment ça s'est passé, ces 60 ans d'indépendance, le processus des indépendances, et que vous voyez que vous avez un enseignant qui est le premier président de notre pays. D'accord? Vous aviez en ce moment-là, en face de lui, un expert comptable. Vous aviez en face de lui un médecin dentiste. C'était déjà l'expression de la démocratie. Voilà. Donc aujourd'hui, nous avons fait du chemin et au moins, au Bénin, qu'on le veuille ou pas, nous arrivons à parler. Donc ça, c'est déjà quelque chose. Donc nous avons l'héritage aussi de ce que nos ancêtres, j'allais dire, ont fait, de toutes les constructions qui ont été faites. Et comme je le disais tout à l'heure, nous avons une histoire assez riche à laquelle nous n'allons pas assez nous ressourcer et qu'on n'enseigne pas globalement. Aujourd'hui, qu'on enseigne à l'école la Chine, le Japon, peut-être n'en avons-nous pas forcément besoin. Même la France, si, en nous référant à l'histoire. Mais notre pays a une histoire profonde qu'il faudrait qu'on commence à enseigner aux enfants si nous voulons créer le développement. Parce qu'en définitive, après 60 ans d'indépendance, nous sommes toujours un pays pauvre, allez, j'allais dire intermédiaire, puisque c'est le mot à la mode, et que ce pays intermédiaire court encore derrière le développement. Voilà.
court encore derrière le développement parce que nous n'avons pas su nous battre assez. Donc voilà, je pense qu'il faut qu'on se mette au travail. Quand vous parlez de chemin parcouru, d'histoire, d'héritage et tout, il n'est pas sans dire que le Bénin a connu pas mal de soubresauts des indépendances à ce jour. Est-ce que vous pensez que tous ces soubresauts-là étaient quand même indispensables à sa croissance? Il ne faut pas avoir honte de son histoire. Aujourd'hui, quand on voit un peu ce qui se passe aux États-Unis, où on va détruire les églises, détruire les statues, ou même en France, on va casser les statues, on dit que c'est des colonisateurs. Je suis tout à fait fier d'être noir, mais on ne peut pas renier son histoire. Donc à partir de cet instant, il faut être fier. Il faut être fier du chemin parcouru. Le Bénin a connu globalement 8 coups d'État sans une seule effusion de sang. Il y a 5, je pense, qui ont été réussis. Mais c'est notre chemin et cela nous a permis d'avoir la révolution, d'avoir un chef d'État qui est resté, je ne sais pas, 17 années, qui a quand même aussi bâti quelque chose. Donc, non, moi, je n'ai pas honte de l'histoire du Bénin. Et je suis fier d'être béninois et je suis fier d'avoir été entre-temps dahoméen. Alors, je reviendrai un peu en arrière très rapidement avant d'évoluer. Alors, vous avez présenté un tableau qui reste toutefois très réel de cette première marche du Bénin indépendant. On a eu un instituteur, un expert comptable et autres. Et puis le Bénin qui longtemps a porté fièrement le titre de quartier latin de l'Afrique. Le développement, les pères de l'indépendance pensaient qu'il faut, à tort ou à raison, vous me le diriez, qu'il faut passer forcément par le savoir. Sans le savoir, il n'y a pas de développement qui vaille. Aujourd'hui, le Bénin semble plus porter ce titre de quartier latin de l'Afrique. Un héritage qui a été à un moment donné tronqué, sapé. Que s'est-il passé? Faut-il aller là où on a commencé ou bien redéfinir des paradigmes? Si, il faut redéfinir les paradigmes. Quartier latin de l'Afrique, c'était réel parce que le Bénin formait des cadres pour l'Afrique. Mais on est peut-être trop resté sur nos lauriers. On est peut-être trop resté sur nos lauriers et on n'a pas su garder cette flamme. On n'a pas su garder cette flamme. Moi, je pense que c'est simplement ce que je répondrai. Il faut changer les paradigmes. Aujourd'hui, l'enseignement n'est pas un enseignement qui est axé vers le développement. Vous allez à l'université et les étudiants qui font le droit, ils sont myriades dans l'amphi. Qu'est-ce que ça leur apporte aujourd'hui? Qu'est-ce que ça nous apporte d'avoir 1500, 2000 étudiants qui font le droit ou qui font l'économie? Alors que nous avons des terres qui sont là et qui ne sont pas cultivées. On veut créer le développement, on ne veut pas le créer. Donc il faut adapter l'enseignement aujourd'hui aux réalités et aux besoins. Je reste persuadé, et je connais même des jeunes qui sont en train d'y réfléchir, seulement que ces jeunes n'ont pas le pouvoir. Peut-être que si on allait leur demander aujourd'hui comment est-ce que eux, ils perçoivent leur avenir, ils donneraient des leçons de gouvernance peut-être ou des leçons de programmation et à ceux qui les gouvernent afin que, oui, nous puissions changer de paradigme. Quand